Ah la 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 le. Hola a todos y todas, bienvenidos a Papa y Maman, tout va bien. C'est bon ça. Ah la la le 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 le. Ah la 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 la. El gato negro presente se siente aquí. El gato negro presente se siente allá. De norte a sur, con mi mochila guitarra. La 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 le. Cette voix, cette mélodie, cet arrangement, ils sortent de l'artiste intercontinental El Gato Negro que j'accueille aujourd'hui. Créé à Toulouse, en France, le chanteur s'est accordé à Cuba, au Mexique, au Guatemala, au Honduras, au Panama, en Argentine, et encore j'en ai passé plein pour finalement aller se bonifier en Afrique de l'Ouest. En fait, vous voyez le gringo avec sa guitare à l'autre bout du monde qui fait des petits jobs et de la musique, ben c'est lui et il est là aujourd'hui. On va parler de son parcours, comprendre comment il a commencé en 2009 au Mexique avec seulement sa guitare et un chapeau. Comment il est passé par des concerts en prison en Argentine pour finir sur des scènes au Togo, au Sénégal, sur France 3 et partout en France. El Gato Negro, buenos días. Buenos días, Béranger. Gracias beaucoup d'être disponible pour nous raconter ton parcours atypique et super inspirant. Est-ce qu'on peut revenir au jour 1 de ton premier voyage fondateur de 2009 où t'es parti à 23 ans seulement avec ta guitare, un chapeau, 300 € et un billet aller simple pour le Mexique? Est-ce que tu peux nous raconter les premiers jours? Concrètement, quand on arrive dans les rues mexicaines avec sa guitare, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est drôle parce que dès qu'on descend de l'avion, dans mon cas en tout cas, je regarde tout de suite si la guitare va bien. C'est la première chose, on fait un petit check. Et ensuite, comme je connaissais pas du tout le Mexique, j'avais envie d'y aller tranquillement. Donc dès mon arrivée à l'aéroport de Cancún, si mes souvenirs sont bons, je prends un bus qui m'amène dans la jungle, dans un village qui s'appelle Palenque, en pleine jungle, pour y aller vraiment commencer par la campagne. Et le trajet en bus, donc je sors ma guitare pour vérifier que tout va bien, je l'accorde et là je vois que tout le monde me regarde et s'attend à ce que je joue. Donc je joue dans le bus et ça commence comme ça. Ok, t'as pas visé une grande ville. Tu t'es dit déjà je vais commencer à la campagne et t'es arrivé dans une toute petite ville et t'as fait quoi là-bas? Je me suis promené dans la jungle, j'ai rencontré d'autres gens qui campaient, des musiciens. J'ai même réussi à faire quelques petits concerts dans un genre de camping de jungle, si on peut dire. Puis j'ai visité des ruines mayas et j'y suis allé tranquille. Je suis resté un bon petit moment, j'étais pas pressé. Je savais pas du tout pour combien de temps je partais, donc ça a commencé en douceur. Et 6 mois après, t'as créé ton premier album, donc que tu vends quelques pesos comme ça sous le poncho, comme tu dis. Ouais. Comment tu l'as construit? C'est avec les gens de ce village ou c'est que t'as visité plusieurs villes et comment ça s'est passé? Je me suis bien baladé. Alors à cette époque-là, il faut savoir que je joue un peu aux terrasses des cafés comme un mariachi. J'essaye de me faire une petite place. Et à San Cristóbal de las Casas, donc pas très loin de mon arrivée à Palenque, là, donc c'est le sud du Mexique, dans la région du Chiapas. J'ai rencontré des musiciens, j'ai rencontré un Américain qui avait un studio de musique à la maison, qui m'a proposé d'enregistrer chez lui. Donc avec les musiciens, on a fait quelques répétitions et ils m'ont permis d'enregistrer mon tout premier album que j'ai surnommé In a Vagabond Time. Et donc, avec mes quelques économies de fond de poche, on va dire, j'ai réussi à me payer quelques chansons sur un disque. T'es vraiment parti de zéro. T'es arrivé, tu connaissais personne au Mexique. T'es arrivé vraiment comme ça à l'improviste ou t'avais quand même quelques contacts? Je connaissais personne. Je connaissais des Mexicains que j'avais rencontrés en France, en Espagne et tout, mais on m'avait juste dit sur un petit carnet, on m'avait dit bah tiens, il faut que tu ailles dans cette région-là, dans tel village, tel truc, et puis après en discutant, en sortant ma guitare sur la place principale, de village en village ou de ville en ville, on rencontre vite des gens. Et dans la nuit aussi, bien sûr. D'autres chats. D'autres chats, parce que El Gato Negro, pour les personnes qui ne parlent pas espagnol, ça veut dire...
le chat noir. Voilà, donc après ton album vendu, après avoir une vagabonde timée, Ouais. tu fais cap vers le sud C'est et tu ça. vas au Guatemala, au Honduras. Est-ce que tu peux nous raconter le chemin que t'as suivi jusqu'à l'Amérique du Sud? Ouais. Alors toujours en bus ou en stop parfois. Et l'idée, c'est vraiment d'aller de village, de ville en ville, et en essayant de trouver de quoi me mettre quelque chose sous la dent déjà pour manger, festoyer, et puis pour continuer à aller toujours vers le sud, donc pour s'acheter un billet de bus, etc. Donc je suis arrivé en Honduras, je suis arrivé pardon au Guatemala où là j'ai rencontré des jongleurs et des théâtreux qui m'ont invité à faire une petite pièce. Donc je suis resté sur les bords du lac Atitlan un moment à m'essayer au théâtre. Et ensuite, je suis descendu petit à petit comme ça dès que je sentais que c'était le moment de partir ou bien que j'avais un billet suffisant pour aller plus loin, je continue ma route. Et puis quand il y avait pas de boulot ou pas de concert ou que c'était pas fluide, j'essayais de ne pas rester. Et puis je suis arrivé comme ça en Honduras où je suis resté bloqué. Par exemple, il y a une anecdote marrante, avec le recul, mais flippante sur le coup. J'ai arrivé dans une ville, je crois que ça s'appelle la Ceiba, si je dis pas de bêtises. J'ai un doute, mais j'arrive en Honduras, on est en 2000, presque 10. Il y a un coup d'État entre Michelaya et Zeleti, deux figures, deux politiques de l'Honduras qui, l'un des deux kidnappe l'autre qui est président et prend sa place en hélicoptère pour devenir président. Donc un coup d'État, les rues bloquées, le couvre-feu, les militaires dans la rue, assez fou. Et donc là, je suis entre guillemets caché dans un bar où on arrive à faire des concerts clandestins l'après-midi. Et la nuit, c'est interdit de sortir, donc on dort à même les banquettes du bar. Et comme ça pendant quelques semaines. Et puis au final, avec mes quelques billets récoltés, j'arrive un matin à prendre un bateau et aller sur les îles Garifuna dans les Caraïbes de l'Honduras. Donc ça, c'est une partie où il y a tous les pays et chaque semaine, chaque mois, c'est beaucoup d'histoires. Mais celle-là, c'était une sacrée aventure. Et puis comme ça, de fil en aiguille, d'Honduras au Costa Rica, puis au Panama. Au Panama, encore des aventures rocambolesques, à essayer de traverser le canal du Panama, à essayer de faire du bateau stop. Avec une petite dingue avant ça. Une belle petite dingue presque hallucinogène, à plus savoir si j'allais continuer de vivre. Ouais, j'ai attrapé une petite maladie parce que j'habitais dans un endroit complètement insalubre, dans le Casco Viejo du Panama. Donc des rues un peu jolies, mais c'est vraiment sur une rue, c'est joli, et quelques mètres plus bas, c'est coupe-gorge favelas, chien de combat, pistolet, coup de feu, où c'est vraiment très 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 tendu, en tout cas à cette époque. Donc je reste là quelques temps et j'habite dans un squat où on dort pour $3 la nuit. Et faut savoir que c'est un peu l'entonnoir de l'Amérique centrale avant de déboucher sur l'Amérique du Sud, donc la Colombie, qui est le premier pays d'Amérique du Sud. Jusque-là, ton quotidien, c'était d'aller dans les bars et puis d'être rémunéré un petit peu par les bars, ou au moins, comme dans la musique, la bohème, tu t'avais un petit peu à manger pour un petit concert, et puis tu continuais comme ça avec un petit peu d'argent que tu glanais au fil de la route, c'est ça? C'est ça, alors vraiment, avec des hauts et des bas, des fois, il y avait pas de bar qui voulait, pas forcément un bar, ni un club, ni un restaurant qui voulait m'embaucher, donc je jouais aussi dans la rue. Je jouais aux terrasses des cafés, je chante 3 chansons, puis je passe le chapeau, et discrètement je propose mes CD de In Vagabond Time emballés dans du papier photocopié noir et blanc, avec écrit sur le CD, avec un marqueur permanent, le nom El Gato Negro et le nom de l'album. Donc je déambule comme ça. Des fois je monte dans un bus pour aller d'une ville à une autre, mais je préviens le chauffeur pour lui dire que j'ai pas l'argent pour le ticket de bus, mais que je vais jouer des chansons pendant le voyage et que à l'arrivée, j'aurai passé le chapeau et j'aurai largement de quoi lui payer le trajet. Donc ça, c'est les moments les plus bas. Des fois, je joue vraiment dans des cantines où ils m'invitent à manger et puis on me file quelques pièces.
Et des fois, par magie, je me retrouve dans un restaurant chic où je suis le Français du Panama et j'arrive à empocher 200 dollars pour un petit concert. Donc c'est vraiment, j'essaye de faire feu de tout bois et je m'amuse beaucoup, je rencontre beaucoup de monde et des fois je finis dans un anniversaire pour les 15 ans d'une fille, de quelqu'un que j'ai rencontré dans la rue, et puis je me laisse aller comme ça, je dors chez les gens, et puis ça, c'est assez fluide finalement. Et à 24 ans, tu arrives en Colombie, donc après le Panama, et c'est là que tu crées ton premier groupe, et avec lequel tu vas aller au Pérou, Venezuela, Équateur. Voilà, c'est un peu un moment très fort de ta carrière musicale, ça. Waouh, et là c'est la première fois que je m'accroche vraiment, et on a vraiment un groupe. Et on s'établit à Bogota pendant presque 1 an, c'est notre base, sachant que on est hébergé gratuitement dans une auberge et c'est aussi notre lieu de répétition. Donc, faut savoir qu'il y a des backpackers qui logent là 2 jours, 3 jours, et nous on habite là presque 1 an, tout le groupe. Et les patrons de l'auberge nous offrent une chambre pour le groupe et de temps en temps on leur fait des petits concerts. Comme un événement de l'hôtel pour les touristes, etc. Donc là, c'est notre base, et avec ce groupe qui s'appelait la Caravana Mandala, donc que des voyageurs, hein, un Jamaïcain, une Marocaine et un Costaricain. Tous les 4, on voyage, et comme tu l'as dit, au Venezuela, au Pérou et en Équateur. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu goûtes à des sonorités africaines, parce qu'il y a donc quelqu'un du Maroc, c'est ça? Ah, les sonorités africaines, sans le savoir, j'y goûte depuis très longtemps parce que je fais de la musique latine et une grande partie des racines de la musique latine sont africaines, mais ça, je l'ai pas encore compris. Ça, je le comprends un peu plus tard dans mon voyage. Notamment la musique afro-colombienne, afro-péruvienne, afro-cubaine. On comprend vite que avant le pays, il y a Afrique dedans. Donc, plus tard, c'est une quête qui va venir assez vite de me dire, ah d'accord, c'est la musique africaine qui m'intéresse le plus finalement, ou qui m'intéresse beaucoup en tout cas, dans la musique latine. Alors on va y revenir, mais on n'a pas encore fini le de descendre la panaméricaine, puisque à l'arrivée de la panaméricaine, il y a l'Argentine, et là aussi, il me semble qu'il y a encore des expériences assez surprenantes qui t'ont attendu. Oui. Alors pour terminer, bon, il faut savoir que du Pérou, je traverse l'Amazone, je traverse au Brésil et je monte dans des bateaux. Je remonte l'Amazone jusqu'à Manaus dans des bateaux avec des centaines de hamacs, où là encore, j'arrive à me glisser dans des bateaux gratuitement, où je joue, en fait, je suis l'animateur du bateau, ou quand les gens ne veulent pas dormir. Et on m'offre quelques bières, quelques sandwichs. Et puis au Brésil, c'est pas très fluide. Je pensais pouvoir descendre tout le Brésil en musique, mais c'est un immense pays qui ressemble à un continent. Et sur un coup de bol, j'ai un gros contrat. Je m'achète un billet pour Buenos Aires, un billet d'avion. Je triche un peu cette fois-ci et je saute une grande partie de la carte. Et j'arrive enfin en Argentine, où là, par contre, j'ai des amis que j'avais rencontrés dans d'autres voyages qui me reçoivent et je monte un autre groupe, effectivement. Donc, on joue à Buenos Aires, j'enregistre un nouvel album et en parallèle, comme un peu dans tous les pays, c'est vrai que j'ai pas eu le temps d'en parler, mais j'essaye de faire aussi des choses dans la rue, des choses avec les enfants des rues, avec parfois des orphelinats, et de ramener une dimension aussi sociale dans le voyage pour rencontrer des gens de toutes les classes. Et cette fois-ci, on m'invite à jouer dans les prisons de Bower et San Martín, dans une ville qui s'appelle Cordoba, en Argentine. Donc là, je joue dans les prisons, je monte un groupe soutenu par Manu Chao, que j'avais rencontré quelques années auparavant, qui est de passage en Argentine. Donc il écrit une lettre au centre pénitentiaire, au service culturel, pour m'inviter pour soutenir mon projet de jouer dans les prisons. Et un petit peu plus tard, je rencontre une autre personne complètement inimaginable. C'est le fils, du Che Guevara lui-même, qui s'appelle Ramiro Guevara, qui entend parler de ma petite tournée dans les prisons et m'invite à jouer avec lui, de faire des actions culturelles dans les prisons de tout le pays. Donc ça, c'était aussi une expérience folle et très enrichissante. C'était de rencontrer
ces personnes-là et d'aller au plus près du plus profond de l'Argentine, jusque dans les coins les plus sombres. Ouais, t'as une vidéo sur ta chaîne YouTube l'une de tes plus anciennes vidéos d'ailleurs, où on voit ces moments en prison et c'est super émouvant. Les prisonniers, c'était pas commun, j'imagine, ils vous ont accueilli comme personne à ces concerts. La musique, il faut qu'elle rentre partout, même dans les murs les plus hauts. Oh, il faut qu'elle traverse et je pense que tout le monde a le droit à un petit peu d'espoir et de musique et forcément quand on arrive là-bas, mais même ils avaient besoin de nous toucher, de nous regarder, de nous sentir. Ils voulaient plus qu'on parte. Et puis ils nous avaient préparé des chansons eux-mêmes qui composaient dans les prisons. Il y a même un jeune qui était, je crois, incarcéré, qui avait une peine très très lourde. Je pense pas qu'il allait sortir un jour. Il avait écrit une chanson pour que je la chante en dehors des murs, que j'ai toujours conservée. J'ai jamais réussi à la chanter parce que j'ai la voix qui part et la petite larme qui sort. C'est beaucoup trop d'émotions. Donc j'ai écrit une chanson pour eux, mais pas celle-ci en l'occurrence, que j'ai gardée bien précieusement chez moi. Mais ouais, c'est des moments hyper puissants et quand on sort de là, on est épuisé, on est éreinté. C'est comme si on avait pris cette charge mentale des prisonnières et des prisonniers. Et quand on sort de là, on est waouh. Ça m'est arrivé même de tomber malade en sortant tellement on a été, on a donné de l'énergie et on a reçu de la peine aussi, il faut le dire quoi. Donc c'est des moments puissants, ouais, effectivement. Alors avant de continuer sur ton trajet, parce que là il me semble que après ça tu fais un petit retour en France. Ça faisait 4 ans que t'étais pas revenu en France. Et grâce à ces événements, bon je sais pas si c'est la prison, mais grâce aux événements que tu as pu organiser en Argentine, tu as pu revenir en France. Ou non, c'est tes parents qui vendent l'album, c'est quoi Je me trompe un peu là. Alors, oui, écoute, il y a encore une histoire après les noirceurs des centres pénitentiaires. Je tombe quand même amoureux d'une grande multi-instrumentiste cubaine qui est elle-même en tournée en Argentine, qui s'appelle Irina González, avec qui m'aide à enregistrer le second album qui s'appelle Guitarra et Sombrero, donc guitare et chapeau tout simplement. Irina, je tombe follement amoureux d'Irina. On fait une petite tournée en Argentine. On finit le disque, mais une fois que j'ai fini le disque, j'ai aussi fini mes économies, donc je n'ai même pas les moyens de faire des copies. Donc j'envoie juste une copie à mes parents en France. Vraiment, je sors du studio, les poches vides, et j'ai juste un CD en plastique entre les mains, quoi. J'envoie ce CD à Toulouse, et là, François et Martine, mes parents, font des copies du CD, des copies pirates de mon propre CD, qui vont vendre aux amis, à la famille, aux copains, aux voisins, pour essayer de me faire rentrer, de m'envoyer donc une petite somme pour me payer un billet d'avion pour rentrer, ce qui est très drôle. Et donc une fois que François et Martine récoltent la somme, on va dire de 500 € peut-être à l'époque pour rentrer, ils m'envoient l'argent et j'achète un billet d'avion. Sauf que je prends la destination, la Havane, avec cet argent, et je ne rentre toujours pas en France. Je fais un crochet par Cuba pour rencontrer ma future belle famille et me marier avec elle. L'idée c'était de se marier à Cuba, mais ça n'a pas marché. Je me suis marié salle des Illustres, place du Capitole à Toulouse. Un petit peu plus tard parce que on n'a pas réussi à se marier à Cuba pour des questions bureaucratique, on va dire franco-cubaine, et puis ensuite ça a été assez compliqué pour la faire venir en France, mais on a réussi à la faire rentrer sur l'espace Schengen et on s'est marié en 2012, le 15 décembre 2012. Alors on va revenir sur la suite, mais avant ça, j'aimerais qu'on refasse un retour en arrière parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'identifient à ton parcours ou des personnes qui jouent un peu d'un instrument et qui trouvent ton parcours super chouette et leur donnent peut-être des idées. Toi, avant de te lancer, c'était quoi ton background, tant en termes de guitare, donc est-ce que t'en avais fait depuis 6 mois et t'es parti, ou est-ce que t'avais déjà fait des concerts, et en termes de voyage en Amérique du Sud, tu connaissais un petit peu là où t'allais par rapport à l'Amérique du Sud? Alors, musicalement déjà, j'ai toujours été hyper attiré par la musique. Quand j'étais gamin, j'avais commencé à écrire du rap, puis je chantais dans les scènes ouvertes à Toulouse,
dans le milieu plutôt rap, reggae, raga, les sound systems, tout ça. Donc j'avais une petite culture musicale. Guitaristiquement parlant, ça volait pas très haut, mais quand même, pareil en Europe, j'avais passé pas mal de temps à jouer dans le métro à Barcelone notamment, à jouer dans les rues en Andalousie où j'avais appris un peu la rumba flamenca, tout ça. Euh, donc j'avais quand même un petit niveau et je m'étais déjà produit quelques fois en live, même si c'était des trucs vraiment underground. Et côté voyage, j'avais fait pas mal de petits allers-retours. Mon tout premier à 18 ans, donc je sais même pas en quelle année, ça doit être 2004-2005, où je suis parti tout seul avec mon sac à dos, et d'ailleurs pas de guitare encore cette fois-ci. Je suis parti tout seul au Brésil pendant 2 mois et demi, puis j'y suis retourné 6 mois en Amérique du Sud. Donc j'avais quand même bien roulé ma bosse et j'ai commencé très très tôt à voyager. J'ai fait très peu d'études. J'ai quitté l'école à 15 ans pour faire un CAP de sérigraphie. Donc j'avais été dans la vie active assez tôt. Et à 18 ans, avec mon premier pécule, j'étais parti en Amérique du Sud. Donc il y avait quand même une expérience de rue, une expérience de la langue portugais et espagnol, pour le portugais pour le Brésil. Et ouais, j'avais déjà quand même fait pas mal d'aventures avant ça. Et une expérience d'animation dans la rue, à jouer de la guitare devant du monde, chose que tout le monde n'a pas si jamais ça fait que quelques années qu'on joue un instrument de musique. Bon, retour en 2012 du coup. Qui est cela dit qui a été pour moi en tout cas la meilleure école. J'ai toujours rêvé d'étudier. J'avais un grand complexe de ne pas avoir fait les écoles de musique, de ne pas savoir lire la musique. Mais en fait, j'ai compris que ma grande force, c'était l'école de la rue, où j'avais aucune timidité. Je savais réveiller un public qui n'était pas venu pour m'écouter. Et donc, musicien de rue, c'était une vraie école qui peut fonctionner, en tout cas selon les personnalités et les besoins de chacun. Mais je suis aujourd'hui très fier de cette école-là aussi. Alors retour en 2012, bon il y a un petit problème dans mon calcul, j'ai dit 2009 et que t'es parti 4 ans, mais j'imagine qu'on parle de 3 ans et quelques mois. Retour après cette expérience de presque 4 ans en Amérique du Sud, qu'est-ce que tu fais? T'as un album que tes parents ont vendu en crowdfunding alors que ça n'existait pas encore à l'époque, tu fais quoi de ça ensuite? Eh ben, c'est marrant parce que j'arrive encore une fois sans le sou, avec littéralement 25 € en poche à Paris. Et je travaille 2 jours chez un couvreur pour récolter 100 € pour pouvoir payer mon covoiturage pour arriver chez moi. Bref, j'arrive à Toulouse, j'emménage un peu chez ma sœur. Je vis au début du RSA pendant quelques mois. Et d'ailleurs, mon premier RSA, je l'envoie à Cuba pour que Irina puisse faire son visa et puisse se prendre un billet d'avion plus tard pour venir. Donc c'est vraiment la dèche et c'est vraiment la débrouillardise la plus totale pendant quelques mois. Et donc je commence à aller voir les bars de Toulouse et à chercher des musiciens qui vont m'accompagner pour cette nouvelle aventure qui continue jusqu'à aujourd'hui. Donc cette aventure qui El Gato Negro en Europe, en France, avec évidemment beaucoup de voyages, mais où je viens me professionnaliser un petit peu. Donc je fais la tournée des bars au début, puis j'ai quand même quelques coups de bol où j'arrive à signer dans un label en 2013 avec distribué par Sony Music, genre le vrai label avec des concerts, un tourneur, un agent, un attaché de presse, France Télévisions. Donc beaucoup d'années de rue, du bar, un peu de chance et beaucoup de travail surtout. Et donc j'ai fini par réussir plus ou moins mon rêve de rockstar, à partager la scène avec Manu Chao devant des milliers de personnes, etc., etc. Donc ça, c'est mon retour en France où je commence vraiment à me professionnaliser. Est-ce que tu es revenu en Amérique du Sud sur cette période ou tu l'as laissé derrière depuis 2012? Non, j'y suis revenu presque chaque année à Cuba pour voir ma belle famille, notamment. Et puis pour faire des tournées aussi, je suis retourné au Mexique, en Colombie, et voilà. Ok, est-ce que tu dirais que aujourd'hui, si on veut refaire ton parcours, c'est encore possible ou ça c'est quelque chose de la bohème de l'époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître? Je pense que c'est complètement possible, différemment bien sûr, parce que c'est hyper drôle, mais même moi ça me paraît... Il faut savoir que je suis parti, je n'avais pas de téléphone portable,
pas de montre, pas de GPS. J'avais, je crois que Facebook commençait, c'était en 2008, peut-être les débuts de Facebook, 2007, je sais pas. Mais j'allais dans un cybercafé regarder mes mails une fois par semaine, c'est quand même délirant. Donc forcément, ce serait un autre voyage. Je pense qu'il est tout à fait possible. Il faut être un petit peu ouvert, il faut être parfois prudent et puis y aller à tâtons. Mais je pense que ce voyage-là, il est complètement possible aujourd'hui. T'as des petits moments de galère ou des concerts, je sais qu'il y a des rappeurs qui disent qu'ils ont dans leurs yeux des scènes vides. Toi, t'as eu des moments où en Amérique du Sud, c'était complètement un fiasco, les premiers concerts, parce que je sais pas, il y a eu des mauvais accords ou des installations qui étaient mal faites. T'as des petites histoires croustillantes qui t'est arrivées Bien sûr. en Amérique du Sud? Oui, oui, bien sûr, il y en a plein. Il y en a une, je m'en souviens, une qui me revient à l'esprit, c'est à Bogota. Euh, C'était un concert pour nous très important dans un grand lieu, mais le son n'a jamais marché. Le son ne fonctionnait pas, on branchait, ça faisait des larcènes et les gens commençaient à râler. Et puis finalement, on remettait le DJ, puis on remontait sur scène et ça ne remarchait pas. Et c'était un fiasco alors qu'on avait beaucoup d'espoir sur cette date, sur ce concert-là. Et quelque chose que je ne recommande pas du tout. Mais entre chaque pause où l'ingénieur du son essayait de régler les problèmes, moi je buvais des shots de tequila pour faire passer mon stress. Et à la fin, le son n'a jamais marché. Et moi non plus, je pouvais plus marcher pour rentrer à l'auberge. Donc c'était vraiment un fiasco. Et jusqu'au lendemain, fiasco et barre au crâne. Génial. Et t'as dormi dans des endroits, tu disais, à 2 euros la nuit. Dans tes musiques, tu parles aussi de dormir sur la Ouais. plage. Ça, c'est vrai, tu dormais vraiment là où le vent te menait. Ah ouais, j'ai même dormi dans la rue au Brésil quelques fois. En fait, des fois, je me suis retrouvé vraiment en galère économiquement. Je me suis retrouvé sincèrement à finir des sandwichs sur des tables de resto, tu vois. Mais c'est drôle avec le recul. J'ai jamais eu peur. J'ai jamais souffert, en fait. Je savais que j'allais retomber sur mes pattes. Et puis, il faut savoir quand même que l'Amérique latine, sans faire de généralité, c'est que les gens sont très, très, très accueillants et personne ne va te laisser vraiment en galère. Et puis, j'étais un peu malin, un peu matou des rues aussi. Donc, j'avais un peu peur de rien. Mais moi, j'ai vraiment dormi dans des endroits pas possibles. J'ai dormi chez les pompiers des fois. Des fois, je faisais semblant. Je montais les étages derrière les pas d'un ami qui avait loué lui une chambre pour que personne se rende compte qu'il y ait deux personnes. Donc, on montait les étages pile poil en même temps synchronisés. Je dormais par terre et au petit matin, je partais pour ne pas payer la nuit. Et ta guitare n'a jamais disparu. Ma guitare n'a jamais disparu, c'est vrai. Mais ça, c'est quelque chose, je ne l'ai jamais lâché vraiment elle a toujours été dans mes mains, elle a dormi sur moi, dans mon dos, dans tous les voyages, elle a été tout le temps, elle s'appelait Juanita d'ailleurs, c'était vraiment ma femme. Alors moi, je t'ai vu en concert au Sénégal et j'ai écouté Hassan Boub dans l'un de tes derniers morceaux, Mundo Kai, qui est sorti. Le Sénégal notamment, et puis tu as été faire un concert aussi au Togo. Le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest a beaucoup parlé Ouais. et on entend ces sonorités dans tes musiques. Raconte-nous à quel moment l'Afrique de l'Ouest est venue et t'a inspiré. Alors ça a toujours été un grand rêve de rencontrer l'Afrique en général. On croit connaître l'Afrique quand on est en France parce on côtoie des déracinés africains et tout, mais je m'étais fait une idée complètement fausse et j'avais l'impression que c'était quelque chose de très hostile, très difficile, très dur et tout, et puis le fait d'être blanc, d'être le seul blanc, peut-être que j'avais un peu peur. Et finalement, j'ai rencontré un blanc qui vivait au Burkina Faso depuis des années, depuis une vingtaine d'années, qui avait un label là-bas. Je l'ai rencontré en France sur un festival. Il était technicien pendant que je faisais un concert. Et on s'est vu une fois, deux fois, trois fois sur plusieurs festivals. Et il m'a accueilli chez lui et il m'a organisé une petite tournée au Burkina Faso. Donc ça a été mon premier amour en Afrique de l'Ouest en 2018 avec une première tournée là-bas avec des musiciens sur place avec qui j'ai travaillé, qui m'ont hyper bien reçu. Et ça m'a fait vraiment le même sentiment que quand j'ai mis mon premier pied au Brésil
à 18 ans, j'avais l'impression de faire mon premier voyage. Ça m'a donné un souffle immense et beaucoup de, je sais pas, une nouvelle source d'inspiration. Et puis, humainement, ça m'a reboosté complètement. Ça faisait quelques années que j'étais rentré en France. J'avais besoin de chaleur humaine, je pense, aussi. Et l'Afrique de l'Ouest, très, très, très grande découverte. Et puis, j'ai compris beaucoup de choses, musicalement et spirituellement autour de la musique aussi, grâce à ce magnifique continent des hommes et des femmes intègres. En 2019, du coup, tu étais déjà passé au Burkina Faso, tu sors l'album Ouvre la porte, là où on reste en franco-espagnol, mais par contre Ouais. le prochain qui sort bientôt, Ouais. là c'est peut-être le seul album qui existe où Oui. on a du français, de l'espagnol et du wolof dans le même album. Exactement. Bon, c'est pas moi qui me suis risqué à chanter en Wolof, pas encore, mais effectivement, il y a aussi du Sérère, je crois, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Il y a du Sérère, Donc il y a un dialecte d'Afrique de l'Ouest aussi. ouais, et espagnol, toujours parce qu'on a invité des Cubains à enregistrer avec nous à Dakar, qui sont venus pour l'enregistrement, et puis la participation de certains membres ou anciens membres d'Orchestra Baobab, qui sont une figure au Sénégal, des musiciens sénégalais, grand groupe mythique. Dans tes musiques, tu parles d'amour, d'humour, de tolérance, d'ouverture. Est-ce que c'est des valeurs que tu as rencontrées chez les Sud-Américains, chez les Ouest-Africains, que tu mets sur guitare? Je pense que c'est des valeurs que j'avais déjà reçues à la maison par mes parents. C'est des choses que j'ai vécues et que j'ai compris, que j'ai senti. En fait, c'est des choses qui m'ont changé complètement. Et le fait d'avoir été, je sais pas, genre si bien reçu tout le temps, on a toujours fait attention à moi, on a toujours été très 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 solidaire. Du coup, c'était la moindre des choses de rendre l'appareil, déjà en recevant des gens chez moi une fois que je me suis réinstallé en Europe. Et puis d'essayer de porter la voix. Quand on parle d'ouvre la porte, on parle des migrants et de comment ils sont traités en Europe et tout ça. Donc c'est des sujets un peu plus complexes, mais j'avais besoin de porter leur voix. Et c'était genre un devoir en fait. Ouais. Et c'est sûr que si j'avais pas voyagé, peut-être que mes chansons elles auraient été plus proches de Booba ou de Caris. Et dans différents, on parle des différences. Donc dès le début, on parle de grand, gros, ce genre de choses. C'est quoi la suite pour toi? Donc il y a un nouvel album qui sort donc fin janvier. Oui. Et après, est-ce qu'on ça. continuerait pas vers l'Asie pour ajouter encore plus de langage, ou tu veux rester encore en Afrique de l'Ouest ou peut-être Afrique de l'Est? C'est quoi la suite de ta carrière? C'est une très très bonne question. Dans mon planning de vie, là j'ai encore envie d'approfondir l'Afrique que je connais pas assez. J'ai envie d'aller un peu plus au sud aussi. J'ai très très envie d'aller à Madagascar. J'ai très envie d'aller à la Réunion. Il y a plein de rythmiques qui m'intéressent beaucoup en Afrique. Et puis l'Asie, je pense que ce sera le continent de la sagesse quand je serai un peu plus vieux. Bon, si tu vas à Madagascar, tu as déjà un contact qui connaît énormément d'endroits. Ok. J'avais une autre question, c'est parce que là on va parler de voyage plus généralement, parce qu'on l'a bien vu, toi tu voyages d'une façon inhabituelle, personne ne voyage de cette façon en général. Tu m'avais donné un petit conseil, est-ce que tu te rappelles sur le voyage, comment tu voyages toi? Est-ce que tu vas dans des lodges ou quelle est ta mentalité quand tu pars faire un voyage simplement pas professionnel, je veux dire? Alors je me souviens plus du conseil que je t'ai donné, mais qu'est-ce que t'appelles les lodges, genre les auberges? Les trucs super chers, les lodges tout inclus, c'est pas le genre de voyage que tu fais toi. Ah, je sais très bien, je me souviens très bien alors de ce que je t'ai dit. Ça marche pour les logements, mais ça marche pour le transport. Moi, dans tous les voyages que j'ai faits, j'ai toujours été dans les trucs les plus populaires parce que je trouvais que c'était là qu'on était le plus mélangé avec les vrais gens et c'est là que les gens sont les plus sympas. C'est un comparatif qu'on peut faire. Je sais pas si ça vous arrive de voyager en train. Il y a dans la première classe de la SNCF, on rigole beaucoup moins que dans la deuxième classe. Déjà que dans la deuxième classe, c'est pas toujours marrant, mais ça fait ça pour tout. Et dans le voyage, je crois que c'est sûrement ça que je t'ai dit, mais j'adore aller dans les endroits les plus populaires, mais même pour manger. Et je trouve que c'est plus vivant que si on prend le super Pullman où t'as un lit double pour traverser le Brésil dans un bus silencieux avec un écran plasma individuel.
franchement, ben ça reste un voyage individuel. Alors que si tu vas dans le train pourri de la Bolivie qui met 16 heures au lieu de 3, franchement, tu vas t'en rappeler toute ta vie. Il faut avoir du temps devant soi et je pense que ça va être mon conseil numéro 2 pour voyager, c'est qu'il faut prendre le temps. Il faut vraiment prendre le temps parce que déjà, si on prend l'avion et qu'on consomme du carburant pour aller loin, il faut en profiter, il faut que ça vaille le coup. Et puis pour comprendre un endroit, comprendre les gens, il y a pas de choix, il faut rester longtemps. Donc je sais qu'on a tous des choses à faire et tout, mais des fois il vaut mieux travailler 3 ans d'un coup pour prendre 6 mois, 1 an sabbatique ou je ne sais quoi, ou arriver à gagner son pain sur la route comme j'ai fait pour pouvoir voyager plus. Parce que pour moi, la musique, en fait, c'était aussi et avant tout un prétexte pour continuer de voyager. Alors, tu m'avais dit le conseil des milieux populaires, mais le conseil que tu m'as dit et qui m'avait marqué et que je vais répéter là, du coup, c'était d'aller avec un objectif et sans plan, en fait. Tu me disais, par exemple, si tu vas en Mauritanie, l'objectif, toi, c'était musical, par exemple, si tu as envie de rencontrer une sonorité ou jouer tel instrument, et tu vas aller de personne en personne en demandant comment tu peux faire pour rencontrer cette personne. Et j'avais trouvé que c'était un super conseil si on veut voyager sans aucun plan, mais avec un objectif bien sûr, et rencontrer du monde. Ouais. L'idée, c'est d'essayer de se laisser balader par les rencontres. Ça, c'est vrai que c'est magique. Et de partir à la rencontre des gens, en fait, et de se laisser sans plan. Ça, c'est magnifique. Et encore une fois, il faut avoir du temps. Et puis, il faut se laisser... Et ça marche pas à tous les coups, mais il faut accepter. Et quand ça marche pas, les fois où tu te retrouves dans un bled sordide où il pleut et en fait il y a pas de bateau pour aller sur l'île où tu veux aller, machin, je te promets que tu t'en souviens toute ta vie et que l'histoire à raconter est géniale. Donc même si ça a fini en galère, t'apprends plein de choses et tu t'en souviens et tu peux faire rire pas mal de monde autour de toi. El Gato Negro, merci beaucoup. Et merci. Est-ce qu'on peut conclure ce petit épisode avec une petite sonorité que tu vas nous faire pendant que je fais ma petite conclusion ? Eh ben bien sûr. À la guitare, parce que tu m'as dit que tu as toujours une guitare sous le coude, sous la patte. Écoute, elle est juste là, c'est bien. Je te fais quelques accords et je te laisse parler alors, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est parti. Je sais que cet épisode vous a plu parce que l'épisode le plus partagé de 2023 est l'épisode avec Gabriel Jacquet, qui est un auteur qui s'est construit en Amérique du Sud. Et donc je me suis dit qu'inviter un artiste qui s'est construit en Amérique du Sud, ça pourrait vous faire plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu. Alors à l'inverse de Gabriel Jacquet, c'est un peu plus extrême, ça demande des conditions un peu moins agréables de faire un voyage comme on l'a vu aujourd'hui avec El Gato Negro. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à me faire un petit commentaire et à me mettre des étoiles sur Spotify parce que j'ai plein d'auditeurs mais personne ne me met d'étoiles, donc s'il vous plaît faites un effort. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine pour aller dans une destination dont on a parlé aujourd'hui, le Mexique. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, quand on voyage, papa, maman, tout va bien.